Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce jeudi 17 octobre. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a déjà vérifié près de la moitié des 20 sites de production et de stockage en Syrie. La conférence internationale de Genève 2 pourrait avoir lieu les 23 et 24 novembre. Mahmoud Abbas invite le pape François à se rendre en Terre Sainte. Le président palestinien espère signer l'accord de paix avec Israël avec le stylo reçu du pontife. Les États-Unis évitent de justesse le défaut de paiement. Les deux chambres du Congrès américain ont finalement voté un compromis pour relever le plafond de la dette et mettre fin à la paralysie budgétaire. Un répit de courte durée puisque le texte sera périmé dès le 15 janvier. Et à suivre également dans ce journal, Beyrouth continue de séduire les touristes libanais. La capitale libanaise, 20e sur un classement des 25 villes recommandées par les voyageurs. Elle devance Paris, Venise et Barcelone. Le ministre sortant de l'économie et du commerce, Nicolas Nahas, de retour à Beyrouth après avoir participé aux sessions annuelles de la Banque mondiale. Objectif, organiser les réunions des pays d'appui au Liban pour faire face aux répercussions de la crise syrienne. Une crise tout aussi bien régionale qu'internationale selon Nahas. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour que le Liban ne supporte plus seul le poids de cette crise. Dès son arrivée à Beyrouth, le ministre a souligné que l'entente des Libanais sur un nouveau gouvernement aurait un impact positif sur l'engagement des amis du Liban à l'aider à surmonter les répercussions du conflit syrien. Un caméraman libanais de la chaîne de télévision Sky News Arabiya est porté disparu depuis mardi dans la région d'Alep, dans le nord de la Syrie. Samir Kassab a disparu avec le journaliste mauritanien de la chaîne ainsi que leur chauffeur syrien alors qu'ils étaient en reportage près d'Alep. La chaîne a appelé toutes les parties concernées à l'aider à retrouver son équipe et à assurer son retour en toute sécurité. Georges Kassab, le frère du caméraman libanais, a dénoncé l'inaction des autorités libanaises face à la disparition de Samir. Il a demandé au président Slimane et aux responsables d'agir le plus tôt possible pour que son frère rentre chez lui sain et sauf. Selon lui, ce n'est pas la première fois que son frère se rend en Syrie ou en Turquie pour couvrir les événements. Reporters sans frontières estime qu'au moins 32 journalistes étrangers ou syriens sont portés disparus ou ont été enlevés en Syrie. Et depuis le début du soulèvement mi-mars 2011, au moins 25 journalistes et 71 citoyens journalistes ont été tués alors qu'ils couvraient le conflit en Syrie. L'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique syrien a déjà vérifié près de la moitié des sites présents en Syrie depuis le 1er octobre. Les équipes de l'OIAC et de l'ONU comptent une 60aine de personnes. Les experts ont déjà inspecté 11 sites et détruit des équipements de production sur 6 d'entre eux. Les inspecteurs se concentrent pour l'instant sur la vérification de la liste que leur a fournie Damas et qui compte 20 sites de production et de stockage des armes chimiques. La sécurité reste une des principales préoccupations pour cette mission menée pour la première fois dans un pays en guerre. L'OIAC a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de la paix la semaine dernière pour son travail en Syrie. La conférence internationale Genève 2 sur la Syrie devrait avoir lieu les 23 et 24 novembre. C'est ce qu'a indiqué à Moscou le vice-premier ministre syrien après des entretiens avec la diplomatie russe. Kadri Jamil a par ailleurs commenté le refus du Conseil national syrien de participer à la conférence, assurant que cela n'influera pas sur le délai et le format dans lesquels elle sera tenue. Selon lui, le CNS reviendra très probablement sur sa décision. Pour le reste de l'actualité régionale de ce jeudi, Mahmoud Abbas a invité le pape François à se rendre en Terre Sainte, quelques mois après l'invitation communiquée par le président israélien Shimon Peres. Cette invitation du président palestinien a été annoncée à l'issue de sa première rencontre d'une demi-heure avec le pape argentin au Vatican. Comme il l'a fait avec d'autres invités officiels, François a offert à Mahmoud Abbas un stylo, lui disant, et je cite, « Un stylo parce que certainement vous allez avoir à signer tant de choses ». Fin de citation. Le président palestinien lui a alors répondu « J'espère signer avec ce stylo l'accord de paix avec Israël ». À présent, le point sur le dossier du nucléaire iranien. Le cycle de négociations de 2 jours a pris fin entre le groupe des 6 et la République islamique. Selon des sources diplomatiques sur place, Téhéran serait prêt à réduire ses opérations d'enrichissement d'uranium en échange d'un assouplissement des sanctions économiques internationales. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, estime que c'est une importante contribution de la part des deux parties.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, évoque quant à lui des discussions fructueuses. Un responsable israélien a rappelé le scepticisme de l'État hébreu qui attend des actes plus que des paroles. Depuis 10 ans, c'est un vrai départ dans les négociations entre l'Union européenne et l'Iran. De vraies négociations de fond avec une attitude positive puisqu'ils ont décidé de se rencontrer à nouveau dans 3 semaines à Genève. Direction l'Irak où un kamikaze a fait exploser son véhicule piégé dans un village du nord du pays. Bilan, au moins 15 morts et une cinquantaine de blessés. L'attentat a frappé un quartier résidentiel d'un village situé à l'est de Mossoul et habité principalement par la minorité Shabak, une secte ésotérique kurde. Dans un instant, direction la France où l'expulsion d'une Rome kosovare continue de faire polémique. Retour sur le plateau d'info de Futur TV, soulagement aux États-Unis qui échappent de peu au défaut de paiement grâce à un accord provisoire intervenu 2 heures seulement avant l'ultimatum de ce 17 octobre. Barack Obama a promulgué la loi juste après le vote. Le gouvernement et les fonctionnaires au chômage technique ont donc repris le travail dès aujourd'hui. Le président américain a par ailleurs invité les élus à regagner la confiance de leurs concitoyens. La Chambre des représentants et le Sénat ont donc approuvé un compromis obtenu de haute lutte. Il prévoit le relèvement du plafond de la dette jusqu'au 7 février et la réouverture des administrations fédérales jusqu'au 15 janvier. Une commission a été mise en place pour négocier le budget pour le reste de l'année 2014. Depuis 16 jours, les Républicains conditionnaient leur vote du budget au retrait de la réforme sur l'assurance santé. Ils ont fini par céder. Cette crise budgétaire aurait coûté 24 milliards de dollars au pays. Une erreur d'appréciation du pilote et de mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de l'accident d'avion meurtrier survenu hier au Laos. C'est ce qu'indique la compagnie Lao Airlines au lendemain de la catastrophe. Selon des sources officielles, l'appareil transportait 44 passagers, dont au moins 7 Français, ainsi que 5 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. La recherche des corps se poursuit ce jeudi. L'avion est immergé dans le fleuve gonflé par les pluies de la mousson et les sauveteurs ont du mal à le treuiller. Pour le moment, seule une dizaine de corps ont pu être remontés sans pour autant être identifiés. Les autres seraient encore coincés dans la carcasse de l'appareil. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, le Canada va octroyer la citoyenneté d'honneur à Malala Yousafzai, un geste pour saluer le courage de la jeune Pakistanaise, devenue un symbole international de lutte pour l'éducation des jeunes filles. Malala avait été prise pour cible par les talibans qui ont tenté de la tuer en lui tirant une balle dans la tête il y a 1 an. Elle a reçu le prix Sakharov du Parlement européen et a publié la semaine dernière son autobiographie. Edward Snowden a encore bien des secrets à révéler, c'est ce qu'a indiqué le père de l'ancien consultant de la NSA, la National Security Agency, à l'origine du scandale des programmes de surveillance américains. De retour à New York après avoir passé une semaine avec son fils à Moscou, Lou Snowden a confié à la presse qu'il lui a conseillé de rester en Russie où il est réfugié pour que la vérité soit entendue. Et puis un fragment de la météorite qui s'est écrasé dans l'Oural en Russie en février dernier a été retrouvé dans le lac Tcherbakoul. Ce bloc proviendrait d'un astéroïde de 17 mètres de diamètre, pesant de 5 à 10 000 tonnes et qui aurait explosé à 20 km d'altitude. Un événement qui ne se produit qu'une fois par siècle. 1200 personnes avaient été blessées par des débris de verre. Les dégâts matériels avaient été estimés par le gouverneur de la région à près de 30 millions de dollars. Elle s'appelle Leonarda. Cette Rome kosovare de 15 ans est au cœur d'une polémique en France. Elle et sa famille ont été renvoyées de force au Kosovo après avoir été déboutées de toutes leurs demandes d'asile. Les conditions d'interpellation de la jeune fille le 9 octobre dernier ont soulevé l'indignation. Les policiers l'ont arrêtée alors qu'elle était à bord d'un bus en sortie scolaire. Une enquête administrative a été ouverte et le Premier ministre a même dû intervenir face à l'ampleur de la polémique. Jean-Marc Ayrault a assuré que la famille pourrait revenir en France s'il y a eu une faute. Installée aujourd'hui à Mitrovica, Leonarda, qui vivait depuis 4 ans en France, devrait être fixée sur son sort avant la fin de cette semaine. Elle assure que sa vie est en France et refuse de concevoir son avenir au Kosovo. Sous le feu des critiques dans son propre camp, le ministre de l'Intérieur socialiste Manuel Valls a invoqué le respect du droit. Réaction. Je m'en sentais mal et j'avais honte devant mes amis. J'avais vraiment honte parce qu'il y a les autres qui m'ont demandé pourquoi la police, t'as tué qui, pourquoi il y a la police qui est venue te chercher.
Et moi là, je savais plus où j'étais, je savais plus quoi dire, j'ai commencé à pleurer. Donc, voilà. Ma maison elle est en France. Elle n'est pas ici ma maison. Ma maison elle m'attend en France. Il y a mon école, tout le monde qui m'attend en France. Ici j'ai personne, ici j'ai peur de sortir dehors. Je ne sais pas parler cette langue. J'ai peur de sortir, j'ai peur de me perdre ici. Parce que je connais pas, je connais personne. Toutes les procédures administratives ont été respectées. Et quand on est débouté du droit d'asile et qu'on n'a plus de raison de rester sur notre sol, la loi s'applique. Et la loi, c'est la reconduite à la frontière. Le respect des personnes a été respecté. Je leur demande d'attendre tranquillement, sereinement, le résultat de cette inspection générale de l'administration qui me rendra compte dans les prochains jours. C'est finalement un officier de la PAF qui a pris le téléphone et qui m'a ordonné de faire arrêter le bus. Et ce n'est pas du tout ce que raconte le préfet, ou le communiqué de presse, en tout cas de la préfecture, qui dit qu'elle est descendue spontanément, elle a demandé elle-même que le bus soit arrêté, elle est descendue spontanément pour pouvoir retrouver sa maman. C'est vraiment très choquant la manière en plus dont, c'est même peut-être odieux, la manière dont la préfecture essaie de réécrire l'histoire complètement. Et finalement, Beyrouth continue de séduire les voyageurs, et cela malgré les crises à répétition, les attentats, les enlèvements, les coupures d'électricité et la chute drastique du nombre de touristes. C'est ce qu'il ressort d'un nouveau classement réalisé par les lecteurs de Condé Nast Traveler qui, depuis plus de 25 ans, sont invités à élire leurs hôtels, croisières, compagnies aériennes et villes préférées. Cette année, 1,3 million de votes ont été enregistrés et, surprise, la capitale libanaise se retrouve dans le classement des meilleures 25 villes du monde. À la 20e place devant Paris, Venise et Barcelone, Beyrouth obtient une moyenne de 81 points. En revanche, pas d'hôtel ni de resort libanais dans le classement des 10 meilleurs de la région. En 2009, le New York Times avait déjà placé Beyrouth en tête de son classement des 44 villes à visiter cette année-là. Et début octobre, le magazine français JQ avait classé la capitale libanaise 8e sur les 10 plus beaux spots du monde pour le jogging. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a déjà vérifié près de la moitié des 20 sites de production et de stockage en Syrie. La conférence internationale de Genève 2 pourrait avoir lieu les 23 et 24 novembre. Mahmoud Abbas a invité le pape François à se rendre en Terre Sainte. Le président palestinien espère signer l'accord de paix avec Israël avec le stylo reçu du pontife. Les États-Unis évitent de justesse le défaut de paiement. Les deux chambres du Congrès américain ont finalement voté un compromis pour relever le plafond de la dette et mettre fin à la paralysie budgétaire. Un répit de courte durée puisque le texte sera périmé dès le 15 janvier. Et puis Beyrouth continue de séduire les touristes. La capitale libanaise 20e sur un classement des 25 villes recommandées par les voyageurs. Elle devance Paris, Venise et Barcelone. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Et c'est ensuite de programme sur notre antenne. Et à demain.